N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Irrigator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité, les azimuts, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h45 avec Saint-Irrigator. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Géniale pour le décryptage de l'actualité sociopolitique de notre pays et puis d'autres pays également, si l'occasion nous est donc donnée, comme c'est le cas tout à l'heure. Taxi Presse de ce mercredi, c'est avec Tchakala Alero, le patron du journal Courrier de la République, Olivier Adja, le patron du site afripresse.info, Isidore Akolor, Actu Express, et Jean-Paul Agbo a relaté de Focus Info. C'est évident que nous reviendrons sur le cas de la CPI avec la décision hier de la Cour de libérer l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre d'alors de la jeunesse, eux qui ont été donc acquittés hier de crimes contre l'humanité. Ce matin, le bureau de la procureure a indiqué qu'il relèvera appel de la décision des juges. Nous reviendrons sur le sujet. On parlera également de la politique togolaise. Retour en studio, donc avec les confrères. Bonjour, mon grand citoyen de Tchakala Alero. Oui, bonjour, grand citoyen d'État Saint-Éric. Bonjour à tous les grands citoyens d'État et à tous les grands citoyens d'État. Et je profite de souhaiter une très bonne et heureuse année 2019 aux uns et aux autres. Que la volonté de Dieu se passe dans la vie de tout un chacun de nous. Bien sûr, elle se fera de toute façon. Avec notre accord ou pas, ça se fera. Bonjour Olivier Adja. Merci d'être là. Cher grand citoyen d'État, sa sainteté, c'est la continuité. Donc nous souhaitons une bonne et heureuse année aux éditeurs et aux confrères qui sont régulièrement invités dans votre émission. Et nous disons que après donc cette intervention ou bien ces congés, nous reprenons avec beaucoup d'énergie pour encore contribuer au développement de notre pays. Oui, notre contribution, c'est ce que nous faisons à l'antenne tout le temps. Bonjour Isidore Akolor. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous et bonne année. Bonne année à vous aussi. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Jean-Paul Agbo à Arweliti. Mais je voudrais qu'on démarre l'émission de ce matin encore une fois comme hier, ce fut le cas hier, avec l'actualité liée donc à la CPI et l'acquittement prononcé hier par les juges de la Cour pénale internationale donc à l'endroit de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ami Charles Blé Goudé. Bonjour Jean-Paul Agbo. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin. Ça a été une surprise, un virage, on va dire, à 180 degrés, Olivier. Oui, disons-le, même si l'annonce ou l'information était dans l'air ou dans les tuyaux depuis quelques jours, mais ça a été une surprise, vu, ou bien en tout cas au regard des nombreuses demandes de libération, donc conditionnelles ou pas, introduites par le conseil des deux, oui, et qui ont été toujours rejetées catégoriquement par cette cour. Donc ça a été une surprise pour tout le monde, mais ça a été une surprise agréable pour certains et une surprise désagréable pour d'autres. On a forcément, bien sûr, c'est normal. Gbagbo a ses détracteurs, il a aussi donc ses partisans. Donc certains
ont aimé cette décision de la Cour pénale internationale, d'autres pas du tout. Et pour quelles raisons? Je crois que peut-être on va revenir sur le sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, les juges de la Cour ont demandé que Gbagbo et Charles Blé Goudé soient libérés. Mais ça, il faut encore attendre puisque le bureau du procureur a interjeté appel. Il ne faut pas crier victoire très tôt quand même, Jean-Paul, dans ce dossier-là. Non, ça dépend de ce qu'on appelle victoire. Contrairement à ce que dit Olivier, moi, j'ai pas été surpris. Pour moi, la surprise aurait été que leur demande ait été rejetée. Pour tous ceux qui ont pu suivre ce procès depuis le début, je pense que ce qu'ont dit les 2 des 3 juges hier ne devait pas les surprendre. À aucun moment, pour ceux qui ont suivi, à aucun moment, le bureau du procureur n'a pu étayer ces accusations. Même le crime contre l'humanité. Oui. Même les témoins qui sont les témoins à charge qui sont censés venir renforcer, étayer les accusations du bureau du procureur, pour la plupart, sont venus plutôt soutenir Laurent Gbagbo, et pour les autres, se sont confondus dans des déclarations pas crédibles, invraisemblables et tout ça. Donc, tout ça ne tenait qu'à un fil et tout le monde avait compris que le dossier, tel que présenté en tout cas par le procureur, n'était pas sérieux, n'était pas bien travaillé et était basé essentiellement sur des rumeurs et des on-dit. Donc, logiquement, l'acquittement était attendu. Je rappelle même que avant le début du procès, la Cour avait déjà dit au procureur qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments. On avait renvoyé le procureur, on lui avait demandé d'aller chercher de nouvelles preuves. Oui. On lui avait donné 6 mois, je crois. Or, dans une procédure pénale normale, à partir du moment où il n'y a pas suffisamment de charges, il y a un non-lieu. Mais là, on lui a donné le temps d'aller chercher les preuves et visiblement, 3 ans ou 4 ans plus tard, il n'a toujours pas de preuves. Donc, c'est ce qui explique maintenant que les accusés aient été quittés. Maintenant, est-ce qu'ils vont être libérés de suite? Normalement, oui. Sauf que le procureur s'y oppose. Il a annoncé, le bureau du procureur a annoncé interjeter appel. Ça, c'est dans la procédure, dans son droit. Maintenant, le débat se trouve sur la question de la libération immédiate. Mais d'abord de la recevabilité même de l'appel. Non, oui, ça c'est après. Oui. Mais aujourd'hui, le débat qui se déroule à la Cour, devant les 3 juges, c'est sur la libération immédiate. Oui. Le procureur verra après si véritablement il s'engage dans une procédure d'appel qui va encore durer des années et donc obliger Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à être toujours sous le coup d'une éventuelle condamnation. Mais aujourd'hui, le débat est de savoir s'il y a une libération immédiate telle que l'a demandé les 3 juges hier. Le procureur s'y oppose. Oui, bien sûr. Et les avocats, évidemment, demandent, parce que leurs clients sont acquittés, qu'on fasse droit à cette libération. J'ai suivi un peu les débats tout à l'heure. Le juge principal a demandé aux 2 accusés l'engagement écrit à éventuellement se présenter s'il y a un nouveau procès. Donc les 2 accusés ont dit d'accord qu'ils allaient signer, et de même que leurs avocats principaux. Tchakala Alérou, c'est vrai que on est en train de trouver une solution au volet judiciaire de cette affaire. Alors sur le plan politique en Côte d'Ivoire, ça peut être un séisme quand même. Le retour de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé à Abidjan. Oui, ça va être un séisme politique parce que Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. C'est un poids lourd de la scène politique ivoirienne. C'est quelqu'un qui, depuis l'ère Houphouët-Boigny, a toujours donné le temps. Et beaucoup d'Ivoiriens se reconnaissent dans son combat, dans sa lutte. Et aujourd'hui, vous avez vu un peu comment était l'ambiance hier quand on a annoncé leur acquittement.
Donc il viendra quand même changer beaucoup de choses sur la scène politique. C'est vrai, s'il va pas être encore président, mais il sera forcément l'un des faiseurs de président dans ce grand pays. Ouais, il peut être président s'il vient avant 2020. Oui, mais je crois qu'au regard de tout ce qu'il a eu à vivre, si j'étais à la place de Gbagbo, je vais penser peut-être passer ce temps-là avec ma famille, me refaire une bien meilleure santé, même si au niveau de la haie, les conditions de détention ne sont pas celles que nous connaissons sous nos tropiques ici, mais il faut quand même dire que la politique se fera désormais avec un principal acteur, un acteur de poids qui est Laurent Gbagbo. Maintenant, cette histoire même de crime contre l'humanité, je crois qu'ils ont voulu choisir cette expression pour émouvoir certaines susceptibilités. Sinon, c'est tout creux. C'est tout creux, c'est tout. Je tombe si le camp adverse avait croisé les bras et que c'est les partisans de Gbagbo qui jouait au mauvais garçon, au méchant dans cette histoire. Il y a eu 2 camps, même voire 3 camps. Et s'il faut aussi établir les responsabilités, les culpabilités, il faut aussi les rechercher. Mais c'est la justice des vainqueurs qui a prévalu dans cette histoire. Vous comprenez un peu? Jusqu'à hier matin, peut-être? Non, jusqu'à hier matin, c'est seulement ceux-là qui ont perdu, qui ont été pourchassés, qui ont été transportés, même, je dirais, même enlevés et amenés au niveau de la haie. Donc, franchement, cette histoire, je crois que la CPI grandirait en prononçant très vite cette façon d'interjeter appel, tout ça là, ça viserait peut-être à se donner une certaine bonne conscience dans cette sphère de la CPI. Sinon, le dossier il est vide. Celui-là, la procureure, elle allait peut-être jouer aux touristes à Abidjan parce qu'elle est revenue avec grand chose. C'était creux. Les témoins, ce qui avait étonné aussi, Jean-Paul le relevait, les témoins à charge qui étaient là à La Haye quand même, et se retournent contre le bureau du procureur. Oui, mais c'est ça, bizarre. C'est ça qui est drôle. Donc je crois qu'on va fermer. Le cas Gbagbo serait comme le cas Bemba. Donc le travail même que fait justement, ce pays-là. On va revenir sur le cas de la CPI. Il faudrait revoir le cas aussi. Kenyatta, oui, qui est allé, qui est revenu chez lui tranquillement. Bon, Omar al-Béchir ne veut même pas aller de ce côté-là. Il est recherché, mais bon, on verra. Oui, Isidore Akolo, par rapport à ce dossier, ça aura quand même, si Gbagbo est libéré, ça aura le mérite d'une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire, tel que Alassane Ouattara lui-même a déjà commencé par le faire en libérant Simone Gbagbo et plusieurs autres également. On attend de voir, on va présumer de ça. Mais j'avoue que c'est un coup fatal pour la CPI. Et j'étais de ceux qui applaudissaient le transfèrement de Gbagbo à la CPI parce qu'il n'avait pas accepté les résultats ou voulait s'enraciner. Et ce serait un mauvais exemple pour la démocratie africaine. Donc j'étais de ceux-là, mais j'ai été très vite déchanté parce que le dossier n'était pas bien ficelé. Et on a l'impression que c'est la communauté internationale qui s'est acharnée, et surtout la France, avec son allié Ouattara, qui s'est acharné sur Gbagbo. Et aujourd'hui, on peut dire que le dossier est vide. Et les confrères l'ont dit, les témoins à charge se sont retournés contre le ministère public, si on peut l'appeler comme ça. Le bureau du procureur. Le bureau du procureur. Et aujourd'hui, elle se débat comme un beau diable dans l'eau bénite. Mais elle aura encore d'autres éléments que ça. Maintenant, le camp Ouattara, je viens de lire ça, disait qu'il faut que les témoins à décharge puissent aussi se prononcer. Mais je me dis, à quoi bon? Les témoins à charge n'ont pas pu montrer la culpabilité. Ce n'est pas aux témoins à décharge qui viendront changer la donne. Bon, moi, je n'ai pas suivi le débat ce matin. Bon, merci à Jean-Paul de nous avoir dit que bon, tout ce qu'on peut leur opposer, c'est qu'il soit à la disponibilité de la Cour. Donc, Gbagbo va rentrer chez lui et est-ce que ce n'est pas un nouveau chapitre là qui va s'ouvrir en Côte d'Ivoire au cas où les deux là rentrent au pays?
Non, c'est évident, parce que c'est un séisme hein, donc, dans le landerneau politique ivoirien. Gbagbo, quelqu'un l'a dit que c'est le chaînon manquant pour la réconciliation donc, en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est vraiment le chaînon manquant? Parce que ça dépendant de son attitude, donc après Libération. S'il veut se venger, et à sa place beaucoup voudront donc se venger, et là ça serait plutôt le chaînon qui apportera encore plus de problèmes à la Côte d'Ivoire. Mais s'il vient donc en tant que voilà donc quelqu'un de mûr, et un homme qui se met au-dessus des intérêts et des ressentiments, je crois qu'il va beaucoup contribuer donc au renforcement de cette réconciliation que la Côte d'Ivoire est en train de chercher. En même temps, c'est quand même facile de nous dire aujourd'hui que bon, que rien ne s'est passé en Côte d'Ivoire, parce qu'on peut aussi interpréter oui, la mais de la Cour, absolument. C'est-à-dire que rien ne s'est passé en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a eu des tueries, il y a eu des milliers de morts. Vous savez, dans tout cela, c'est les victimes qui sont sacrifiées. Je ne dis pas forcément les victimes que Gbagbo a fait, parce qu'il y a eu des victimes dans les deux camps, mais il faut et il va falloir faire justice à ces gens-là. Parce que d'abord, il y a eu rébellion d'abord. Il y a eu rébellion, il y a eu une guerre fratricide où il y a une guerre civile qui a déchiré la Côte d'Ivoire, qui a fait plus de 3500 morts. D'accord? Alors, ces victimes, elles n'ont pas d'indemnité ou d'indemnisation et de dédommagement, non. Mais aujourd'hui, à part les procès de façade qui ont eu lieu dans le pays à l'interne en Côte d'Ivoire, les vraies personnalités, les vrais coupables, on ne les connaît pas. Alors, il faut quand même pouvoir établir les responsabilités pour que vous pensez cette plaie. Sinon, la réconciliation, c'est quoi? C'est d'abord la recherche des responsables et la vérité, la recherche de la vérité, et puis une contrition envers ceux-là qui sont victimes. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Pas forcément, c'est Gbagbo condamné ou pas qui va faire qu'il y aura justice, mais les deux, quand il y a un problème de, comment mon confrère l'a dit, de la justice des vainqueurs, où c'est un camp qui est poursuivi, c'est un camp qui a été jugé, alors que en matière de conflit, on sait qu'il y a toujours deux personnes ou deux camps qui s'affrontent. Est-ce que ce n'est pas aussi le défi aujourd'hui à relever? Parce que là, on ne connaîtra malheureusement pas, peut-être, il n'y a rien, mais la vérité dans cette affaire. Il y a des gens qui sont coupables, on les arrête, on les amène à la CPI, on les juge, et la CPI dit, bon, ok, bon, enfin, les principaux qui sont allés à la CPI. Je voulais préciser que la libération n'est pas prononcée, les juges vont se prononcer l'après-midi. D'accord. Oui, je crois qu'il y a une confusion sur la question, sur l'acquittement. Quand on dit que, en prononçant l'acquittement, les juges ne font pas justement justice aux victimes, mais que les juges de la CPI disent qu'il n'y a pas eu de victimes, qu'il y a eu... Non. Ça peut être une lecture. Oui, on peut faire cette lecture quand on ne connaît pas bien la procédure pénale, y compris devant la CPI. Ce qui est demandé à la CPI, ce n'est pas de savoir si c'est Gbagbo qui a gagné ou s'il a refusé de quitter ou pas le pouvoir. Ce qui est demandé à la CPI, ce n'est pas de savoir si Gbagbo a ordonné... On a commis des crimes. Oui, j'en viens. Contre un journaliste ou contre 2-3 personnes. Ce qui est demandé à la CPI, c'est de savoir si Gbagbo, dans un plan concerté, parce que les accusations qui sont portées sont précises. Oui, bien sûr. Et en matière pénale, c'est des choses précises. On dit que Gbagbo et Charles Blé Goudé ont conçu un plan de façon concertée pour se maintenir au pouvoir, y compris en assassinant, en violant systématiquement des partisans civils de Alassane Ouattara. C'est de ça qu'on les accuse. Maintenant, ce que disent les juges, et c'est ça le droit, on n'est pas en politique, c'est que le procureur n'a pas suffisamment apporté de preuves sur le présumé plan. Donc, du point de vue juridique, il n'y a pas autre chose à faire que de les acquitter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mort, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de victimes. Maintenant, il appartient peut-être aux tribunaux ivoiriens ou à la procureure de chercher les preuves sur le plan concerté, ou alors de porter d'autres accusations. Peut-être si on avait dit Gbagbo a ordonné la tuerie de 20 personnes à Yopougon, on pourrait le poursuivre et le condamner pour ça. Mais on n'a pas condamné pour le présumé plan concerté
qu'on n'a pas pu établir. Donc, c'est la faute au procureur si les victimes n'ont pas aujourd'hui gain de cause, parce que le procureur, peut-être, il n'a pas fait le bon choix des accusations, et surtout, il n'a pas suffisamment enquêté, tout le monde l'a dit ici. C'est-à-dire qu'on s'est contenté du fait que, bon, il y a eu des vaincus, bon, ils étaient faibles à ce moment, on les a pris, on les a envoyés, et on a pris quelques images sur YouTube, même des images, je ne sais pas si vous avez suivi, on diffusait même des images, des montages à la CPI, est-ce que c'est sérieux? Donc, le procureur n'a pas suffisamment fait son enquête. Parlons de la CPI. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les victimes se retrouvent un peu avec beaucoup d'amertume, mais ce n'est pas la faute aux 3 juges, c'est la faute au procureur et à ceux qui ont estimé. Je ne sais pas s'il y a déjà une réaction officielle de gouvernement ivoirien à ce sujet. Pas du gouvernement, mais du RHDP, le secrétaire général du RHDP, qui a dit que, bon, voilà, comme tout Ivoirien, il est content qu'un des leurs revienne à la maison et que le président Ouattara, de toute façon, depuis plusieurs mois déjà, s'est inscrit dans une logique de réconciliation et que, bon, ils espèrent que Gbagbo va s'inscrire. Bon, ça demeure que le gouvernement n'a pas donné une réaction officielle. Sur la toile aussi, il y avait eu réactions de 3 personnes proches de Ouattara, et qui disaient que, bon, les enquêtes doivent se poursuivre. Gbagbo, et si on libérait Gbagbo, ce serait de la catastrophe voilà, on voit qu'il n'y a pas encore de réaction officielle du gouvernement ivoirien. Je vais apporter une précision. Oui. La libération de Gbagbo à la CPI ne veut pas dire qu'on ne peut pas le poursuivre en Côte d'Ivoire. Non, oui. Il pèse sur lui des choses en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Je pense même qu'il a été condamné à 20 ans. Bon, c'est pas dans le cadre pour le braquage de la CEDEAO, de la BCEAO, à 20 ans de prison. Donc il risque, s'il descend de l'avion demain, d'être interpellé à l'aéroport. Ça serait la plus grave erreur. Oui, je sais. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'interroger sur même la CPI elle-même? Je demandais aux confrères ici hier si ce n'est pas un échec par rapport à la CPI, que des gens y vont et qui reviennent. Ça veut dire qu'on ne fait rien de sérieux derrière. Bon, c'est une crédibilité qui n'est pas entamée par rapport à la CPI aujourd'hui. Non, elle est sérieusement entamée, cette crédibilité, à partir du moment où certains qu'on soupçonnerait de tel vont et on les met au frais pendant quelques années. À un moment, bon, on décide de les relâcher. Et on a vu des cas, un président même en exercice qui allait et qui est revenu vainqueur, tout ça là. Donc, il y a comme une certaine manière de mettre ceux-là qui gêneraient peut-être une certaine dynamique qu'on voudrait à un niveau, il faut les mettre là-bas. Là, bon, on les tait, ils ne pourront plus s'immiscer dans certaines affaires intérieures. Et le temps que ceux-là qui sont maintenant aux commandes puissent asseoir un peu leur position, et là, à un moment, on décide de les... Donc la CPI, vous voyez, la CPI, elle n'est pas là seulement pour les pays africains, mais on a constaté malheureusement que c'est en Afrique, vers certains dirigeants africains, que tout ce que cette CPI a fait est dirigé. C'est vrai, il y a eu cette histoire de Serbie, de Yougoslavie, ancienne Yougoslavie, mais ça me parlait très loin. Et devant même, il y a eu ce scandale où quelqu'un en live s'est suicidé, a bu du poison. Vous voyez, donc, cette CPI, c'est une coquille vide, l'emballage y est, mais au fond, le produit même n'est pas un bon produit et il faut repenser quand même à ça. C'est tout juste comme ce qui s'était passé après la Première Guerre mondiale où l'Allemagne était sur le banc des accusés. C'est l'Allemagne qui a fait ça, l'Allemagne qui a fait ça. Donc on a eu à meurtrir certains qui ont dû dire que, mais si c'est comme ça que ça se passe là, on peut revenir quand même soigner notre position qui a été entre-temps ternie par ce pseudo-procès. Donc, les gens sont revenus encore plus requinqués. Vous voyez, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas été évitée. Si Bemba est revenu, Uhuru Kenyatta est revenu, et bientôt Gbagbo et Charles Blé Goudé, ça veut dire qu'il faut repenser. Même d'ailleurs, quand vous voyez dans certains pays, Israël, le conflit israélo-palestinien, il y a des cas graves dont la CPI peut se saisir, mais elle est de marre parce que à un niveau, certains n'ont pas donné ordre qu'elle aille se saisir de ces dossiers-là. Donc, c'est dirigé contre des gens. Et alors, même le cas ivoirien, ceux-là qui ont fait la guerre, où sont-ils? C'est des escortes, c'est des gens qui vivent comme des princes,
quand vous prenez les Ouattara, tout ça là, c'est des gens qui ont une bonne position autour du président actuel, Ouattara. Donc, moi, la crédibilité même de la CPI, elle est sérieusement entamée. Et si on peut chercher mieux que ce manchin-là. Pour certains ou pour d'autres, la CPI aujourd'hui est en train de corriger une image déjà ternie. Oui, c'est bien dommage. Ça peut être aussi une autre analyse. Oui, c'est bien dommage qu'on en soit arrivé là. Et ça prouve à suffisance que la CPI s'est mêlée à la géopolitique. La CPI s'est mêlée à la géopolitique. Mais oui, c'est mêlée à la géopolitique. Donc c'est un instrument politique pour la communauté internationale. Pour peu que vous ayez maille à partir avec la communauté internationale, on vous envoie la CPI. C'est bien dommage. Ben, il y a des gens qui ont commis ou qui sont peut-être proches des crimes là. Vous voulez pas qu'on les traduise? Oui, c'est là où je dis que la CPI, on en a besoin. En Afrique au moins pour discipliner certains présidents. Non, on peut créer des tribunaux spéciaux, oui, mais comme on a fait au Rwanda. Oui, mais c'est important, c'est là où moi je trouve que c'est du gâchis que la CPI soit ainsi disloquée par des dossiers mal ficelés et on en soit là. Olivier. Non, on l'a dit, c'est la politisation de ce tribunal qui, en réalité, à mon sens, avait sa raison d'être. La CPI... Beaucoup pensent qu'elle a été manipulée par la France dans le cas de Gbagbo. Oui, bon, on se concentre trop sur la France et d'autres, elle manipule aussi par d'autres puissances. C'est-à-dire, ce n'est pas la France seulement. Mais je crois qu'elle a sa place et il fallait la créer. Il faut se battre pour qu'elle existe parce que tout simplement, c'est un instrument de dissuasion est important. Non, mais un instrument qui travaille mal, pourquoi est-ce que vous voulez que... Attendez, j'analyse la charge à décharge. D'accord? Donc, c'est un instrument, vraiment, quand vous voyez, surtout en Afrique, il y a certains qui ont vraiment une peur bleue de ce tribunal-là, parce que c'est devenu un épouvantail où on vous dit, si vous ne faites pas attention, si vous faites ci, on va vous amener à la CPI. Et ça dissuade certains. Ce n'est pas tout le monde, mais ça dissuade certains. Ça dissuade certains. Il y a des seigneurs de guerre qui ont été pris, qui sont amenés, d'autres ont été libérés, d'autres sont restés. D'accord? Donc, je crois que c'est un instrument vraiment efficace de dissuasion. Maintenant, à charge, c'est qu'elle est utilisée, comme on le dit, politiquement par des puissances et par des réseaux pour régler des comptes à des gens. Et l'autre effet, c'est qu'on estime qu'elle regarde trop les dirigeants africains et elle délaisse certains dossiers lorsqu'il s'agit des puissances comme les États-Unis, qui ont commis des crimes en Irak, en Afghanistan, partout. Et bon, les États-Unis ne sont pas partis. Et ils n'ont pas signé donc le protocole. Non, mais n'ont pas signé, en réalité, la Côte d'Ivoire. Oui, voilà, absolument. C'est ce que je voulais dire, que ça ne dissuade pas la CPI de poursuite lorsque vous vous rendez compte. Donc les pays qui ont déjà signé, qui se retirent dans ce pays, ça ne garantit absolument rien. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est une question qui est inquiétante. La CPI doit se réinventer et laisser tomber ses écueils pour être plus efficace. Mais il faut éviter de fermer, de condamner la CPI parce qu'on dit qu'elle poursuit trop les... Parce qu'il y a certains Africains aussi qui en font trop. À part ça, il y a le cas Bemba, je vais terminer sur ça, c'est que moi ça m'a étonné. Parce que à quelques mois des élections en RDC, la CPI décide bizarrement de libérer Bemba et on voit le rôle que Bemba a joué dans l'élection. Donc on se dit que vraiment il y a eu aussi des négociations derrière pour pouvoir laisser Bemba aller se présenter. Oui, Jean-Paul. Non, moi je suis de ceux qui pensent qu'on doit faire disparaître cette cour. Si cette cour Carrément? Oui, si cette cour était une cour sérieuse dont on a réellement besoin, on n'aurait pas des pays comme les États-Unis qui refusent d'y adhérer. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, les États-Unis ont compris que ça peut être un instrument. Olivier, tout en le soutenant, lui-même a dit que c'est un instrument pratiquement politique qu'on brandit en disant bon, faites ça, sinon vous allez vous retrouver à la CPI. Moi, je suis toujours choqué lorsque je vois, j'ai vu Charles Goudé, Laurent Gbagbo menotter, transporter des avions, et puis on les met devant des juges blancs qui... Non, ça, ces images-là, il faut qu'on arrête. D'autant plus que, et Tchakala l'a dit,
il y a plein de conflits à travers le monde. Au Proche-Orient, au Moyen-Orient, où il y a des milliers de morts. Et quotidiennement, c'est des massacres. Mais la CPI n'enquête jamais. Donc ça veut bien dire que c'est un instrument au service entre les mains de puissance qui essaie justement d'instrumentaliser, de peser dans le jeu politique. Et puis pour finir, au-delà de ces raisons, il y a aussi une raison essentielle. Si vous faites intervenir la CPI dans un contexte national, local, où effectivement il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des choses, et si la CPI vient interpeller, condamner certains acteurs, la réconciliation risque de ne pas être effective. Je veux prendre l'exemple de la Colombie, par exemple, où il y a eu beaucoup de choses là-bas, mais à un moment, ils se sont assis dans une dynamique nationale, locale, pour s'en sortir. Donc, imaginez qu'on avait pris les FARC, qu'on les avait déférés à la haie, qu'on était en train de les jouer, certains avaient pris 50 ans, ça aurait été compliqué de se mettre dans une dynamique de réconciliation. Il faut laisser les pays. Moi, je suis pour, à la limite, qu'il y ait une cour de justice africaine, comme on a pu mettre en place. On a vu toute la difficulté qu'il y a eu pour organiser un procès pour Hissène Habré. Mobiliser les ressources. Oui, parce que c'était une première. Mais maintenant, il a été condamné ou pas? Oui, il a été condamné. Ça veut dire que les Africains peuvent eux-mêmes, sur leur propre continent, leur sol, faire des choses bien. On n'a pas besoin d'aller se faire juger par des Blancs avec des procédures compliquées où les gens sont là depuis 8 ans et puis un beau matin, on dit finalement, bon, tout ça, il y a... Ils sont quand même bien logés. Ils sont quand même bien logés, bien cravatés. Bien logés. Vous êtes bien logés. Je suis 8 ans qui ne mange pas son attiqué. Ça pas la dire. Donc, je serais d'accord avec Jean-Paul. Si nos dirigeants se montrent un peu sérieux, imaginez l'Union africaine qui n'a même pas les moyens de se construire son siège. Et pour faire un procès maintenant, il va falloir tendre la main à l'Occident. Parce que même le procès du Sénabré est financé à grande partie par l'Union européenne. C'est en cela que je reste un peu dubitatif. Le fonctionnement de l'Union africaine, c'est financé. Je crois qu'à la fin d'une cour africaine... Finalement, ça va être compliqué pour les Africains de se prendre en charge. Une cour africaine aussi efficace aujourd'hui, il faut que la CPI existe. Efficace non plus la CPI. Oui, mais je crois que moi je dis que c'est un instrument de dissuasion. C'est très important. Le bureau du procureur qui n'est pas efficace, mais les juges sont efficaces. Parce que c'est la CPI, c'est les juges de la CPI. Et la preuve, ils ont acquitté Gbagbo et les autres. Il y a au moins une indépendance des juges. Au moins une indépendance des juges. Et que beaucoup de juges s'en inspirent. Oui, Takala, et puis on passe à un autre sujet. Non, instrument de dissuasion, oui, mais il faudrait qu'au-delà de cette dissuasion-là, que cette CPI-là soit efficace. Mais cette efficacité-là, on ne la retrouve pas. C'est au niveau de l'instruction. C'est au niveau de l'instruction. Plus de 8 ans, vous embastiez quelqu'un, vous le laissez un beau matin, vous décidez que bon, c'est vrai, les charges n'existent pas, on n'a pas de preuves concrètes contre ça. C'est la procédure. Mais franchement, il faudrait s'assurer en amont que tout a été ficelé d'abord. Mais quand vous enlevez quelqu'un, Gbagbo a été enlevé, il a été kidnappé. Non, on ne va pas exagérer. Non, si. Gbagbo a été arrêté au bout d'une guerre et nous tous avons... Non, pas les rebelles qu'on nous a pris. Non, pas les rebelles. Les rebelles, là. Non, c'est pas les rebelles. Très bien. C'est une armée française accompagnée d'une armée africaine. Peut-être que l'armée française a ouvert les voies. Messieurs, merci beaucoup. Il y a un auditeur qui est allé. Un auditeur qui nous envoie aussi un message justement sur le sujet sur notre numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi l'emprunter si vous voulez bien participer au débat. C'est sur le 90 111 49 62. Il dit, concernant le procès à la CPI de Laurent Gbagbo, le procureur depuis le début a fait un travail d'amateur. La crise a fait 3000 morts. Au lieu de chercher les responsables de ces actes ignobles dans son ensemble, le bureau du procureur a seulement cherché les coupables parmi les perdants, nous dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, la CPI n'est pas au-dessus des juridictions nationales, donc il y a des charges qui peuvent attendre les acquitter à Abidjan. Donc il ne faut pas être euphorique très tôt.
et un autre auditeur. Voilà, je pense que c'est ça. Et on va passer à un autre sujet. Non, pas du tout. C'est embrasé. Il ne peut pas faire ça. La justice en Côte d'Ivoire, ce que nous sachions, est indépendante. Mais écoutez, indépendante. Et depuis aucun proche de comment appelle-t-on Ouattara n'a été inquiété. D'accord, c'est la République des vainqueurs, avait-on dit à l'époque. Parlons maintenant politique togolaise avec la nouvelle configuration qui s'est dessinée après les législatives du 20 décembre dernier. Est-ce que nous gagnerons aujourd'hui en stabilité avec la configuration que nous avons aujourd'hui? On avait une assemblée nationale où il y a une majorité, une minorité de l'opposition qui était quand même, qui bouscule, qui donne de la voix, aujourd'hui qui se retrouve dans le parti extra-parlementaire. Cette configuration peut-elle garantir une stabilité politique aujourd'hui? Je vais commencer par vous, Chakala. Non, stabilité politique, je ne dirais pas. C'est pas parce que tout ne se joue pas au Parlement. Beaucoup de choses peuvent se jouer en dehors de l'hémicycle. Aujourd'hui, peut-être même au sein du Parlement, ceux qui y étaient... Parce que ceux qui sont aujourd'hui sont jugés modérés. Ou centristes. Mais si tout devrait se jouer au sein de cette assemblée, dans le strict cadre de cet hémicycle, là, on comprendrait. Mais on peut ne pas être de l'opposition parlementaire et jouer à fond sa partition en dehors de l'hémicycle. Donc, dire que ça va garantir une stabilité, peut-être par rapport à certaines lois qu'on viendrait à voter là, peut-être ils peuvent s'entendre sur ça et bon, essayer de créer une certaine dynamique d'ensemble autour de ce qu'ils ont à faire au niveau de l'hémicycle. Mais par contre, en dehors de cet hémicycle, l'opposition sera parlementaire, aura tout son mot à dire. Ça ne veut pas dire que ça garantit une certaine accalmie dans le pays et que ceux qui n'y sont plus vont croiser les bras, attendre que les 5 ans ou bien je ne sais pas quelle année encore pas avant de redonner la voix. Donc ça ne rassure pas, ça ne garantit rien d'ailleurs. Le calme actuel que nous observons, jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Il y a des mouvements d'ensemble qui sont en train de se préparer. Parce qu'il serait vraiment illusoire de penser que c'est parce que maintenant que la NC, le CAR et bon, les autres ne sont pas au niveau de l'hémicycle, c'est fini. Tout se passera comme si c'était réglé, l'horloge là qu'on a réglé et que quand il sera 18h, c'est 18h. Non, moi je pense que... Ça va plutôt requinquer et cette opposition extra-parlementaire parce que quelqu'un ne se prévaudra plus d'être chef de file de l'opposition et que bon, je vais avoir le dernier mot par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Non, ça va créer une certaine cohésion et on saura que tous sont sur le même pied d'égalité et que s'il y a une action à mener, chacun aura son mot à dire. Donc on n'aura pas finalement réglé le problème togolais après le 20 décembre. Olivier. Bon, en tout cas, tel que présenté par mon confrère, on dirait que le boycott a été une bonne chose parce qu'on voulait être en dehors du Parlement pour que le niveau de tout le monde soit, ou en tout cas l'importance de tout le monde soit la même et que cette opposition extra-parlementaire puisse se comprendre. Alors, il y a quelque chose, donc malheur à quelque chose, malheur est bon. Non, mais il n'y avait pas de problème quand même au niveau de la C14 par rapport au titre de chef de file de l'opposition, sans jamais faire. Non, c'est comme ça qu'il a présenté. Non, je ne te demande pas de commenter, on t'a demandé ton point de vue. C'est moi, mon analyse personnelle. Oui, mais je partage son analyse. Pourquoi moi, j'apporte de l'eau à son moulin en disant que oui, c'est une bonne chose. De toutes les façons, il a dit, ce n'est pas parce qu'on a une assemblée où voilà, les gens vont se comprendre que la politique ne se joue seulement pas à l'Assemblée nationale, elle se joue aussi en dehors de l'hémicycle. Elle peut se jouer dans la rue, comme là au moins pour une fois, il n'y aura pas de bagarre à l'Assemblée nationale. Absolument. Bon, j'ai dit absolument, vous m'excusez parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir ni présager de ce qui va arriver demain. On a les Abaskawa qui sont capables d'exploser à tout moment. Donc, ne présageons pas de cela. Nous, on veut une Assemblée nationale où il y ait du débat, où la contradiction existe, où les gens apportent donc la contradiction sur les questions qui sont posées, afin qu'on ressorte des lois qui soient meilleures pour notre pays. On ne veut pas une chambre d'enregistrement. Si c'est une chambre d'enregistrement, ça va être un peu... Est-ce qu'on ne va pas vers justement une chambre d'enregistrement?
Je ne crois pas. Quand on voit la configuration, vous avez eu le temps naturellement de relire, de voir les profils des gens, et quand vous revoyez tout ça, est-ce qu'on ne va pas vers là? C'est pour ça que nous nous posons la question clairement. Pas obligatoirement. Il y a des gens comme Deritama, quoi qu'on dise, ce sont des gens qui ont de la suite dans les idées, qui ont de la matière pour discuter, même s'ils ne sont pas des radicaux de chez établissement radical, mais quand même, ce sont des gens qui peuvent au moins apporter donc des idées pour l'amélioration des débats. Ça, je suis sûr qu'ils le feront. Il y a encore d'autres sensibilités. Il y a des indépendants qui sont vraiment indépendants. Il y a des indépendants qui ne sont pas. Mais parmi eux, il y a aussi des gens qui sont vraiment indépendants qui joueront leur partition. Donc, et je ne crois pas totalement que ça soit une chambre d'enrichissement. Mais, et là, c'est comment le côté pile de la chose, c'est que les signaux, les premiers signaux qui nous montrent, malheureusement, ne sont pas... on va aborder, n'est-ce pas, ces premiers signaux tout à l'heure liés donc au règlement intérieur de l'Assemblée nationale et cet article 9 qui quand même crée la polémique dans l'opinion. Isidore Akolor, la question, c'était... La stabilité. Oui, pour peu qu'ils puissent couper l'herbe sous le pied de la C14 en enlevant le substrat de leur contestation, en opérant les réformes telles que voulues par le peuple. Donc on aura la stabilité. On aura la stabilité parce qu'il n'y aura plus de substrat. Mais à défaut de cela, si on veut tailler une constitution sous mesure à Fort-Gnassingbé, mais le débat reste entier. Jean-Paul Labo, la configuration actuelle, est-ce que ça rassure en réalité? Ça dépend qui. Et moi, je m'interroge aussi à ce qu'on entend par stabilité. Parce qu'il ne faut pas penser que... ce à quoi on a assisté jusqu'à présent, c'était tumultueux. C'était tumultueux. Oui, bon, au-delà des conséquences lorsque ça dégénère, mais une vie politique, il ne faut pas ça. Quel que soit demain, même si on fait les réformes, la CECA revient, quelle que soit la configuration, le jeu politique traditionnellement est animé. Et il y a des cycles où c'est un peu plus tendu, c'est un peu plus violent. Plus conflictuel, mais des propositions. On prend le cas de la France aujourd'hui. Aux États-Unis actuellement, ils sont dans une séquence tendue. Totalement. Oui, c'est la posture des présidents qui pousse les gens à y aller. C'est le quoi? La posture. Oui, c'est ce que nous disons. Je dis, la vie politique dans tous les pays, elle est toujours animée, tendue. On est dans un enjeu de pouvoir, et donc c'est toujours tendu. Si c'est de ça qu'on parle, ça va, ceux qui sont là, ça va rien changer à la vie politique. Vous savez même que aujourd'hui, la C14 se retrouve avec ses partis extra-parlementaires. Mais la vie politique ne se limite pas au Parlement. La preuve, c'est que celui qui a déclenché tout ça, c'était un parti extra-parlementaire. Bien sûr. Donc, la vie politique, c'est pas que ça. En France, pendant très longtemps, le Front National était un parti extra-parlementaire. Ça n'a pas empêché que régulièrement, ce parti anime la vie politique. Donc, la vie politique sera toujours animée. Là, je rejoins Isidore. Maintenant, si on enlève la question de le substrat de les réformes, et que l'Assemblée actuelle porte ça et que les réformes telles que voulues par la majorité des Togolais, limitation de mandat, élection à 2 tours, etc., si c'est fait, ça veut dire qu'au moins sur ces questions, c'est fini, on ne va plus revenir. Mais il y aura d'autres questions. Il y aura toujours, la vie politique va être... Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que, bon, voilà, il y a toujours le cadre. Et puis aussi sur la question de... est-ce qu'on va avoir une opposition bruyante que l'ancienne à l'Assemblée parlementaire? Oui, bien sûr. Non, j'espère que tu as bien fait tes vérifications. Parce que à part sur les questions de réforme, je peux vous dire qu'il y a à l'Assemblée, il y a rien. Ils votent tous les textes à 100%. Ils s'accordent toujours sur les textes. Est-ce que, à part sur les questions de réforme constitutionnelle, institutionnelle, sur les questions politiques, vous avez eu de vrais débats entre opposition parlementaire et... Il n'y en a pas. Bon, moi j'ai vu les budgets qu'ils ont toujours systématiquement rejetés. Oui, je dis, il y a la question des réformes institutionnelles et la question politique. Et puis la première d'entre elles, c'est la question du budget, qui détermine si on appartient au gouvernement ou pas. Mais à part ça, la preuve même, c'est qu'ils ne proposent même pas que ce soit la majorité ou l'opposition. Je finis. Il n'y a jamais eu de proposition parlementaire. Tout vient du gouvernement. Non, le code pénal. Le code pénal, on a fait le code pénal. Non, mais on a fait, au niveau de Focus, on a repris le travail parlementaire. Je peux vous dire ce que tu dis, c'est des cas isolés, c'est des cas marginaux. Pour l'essentiel, ils votent tous ensemble. Tous les tests, de toute façon, ils n'en proposent pas.
c'est le gouvernement qui propose. Donc, moi je pense donc, que il y aura rien de nouveau. Il n'y aura pas pire. Peut-être que ceux qui sont là, ceux qui sont là, comme dit Olivier, peut-être vont essayer de faire mieux. Il ne sera pas difficile de faire mieux ou de travestir. Non, bon, je ne parle pas des questions politiques. Les premiers parce qu'il n'y a pas que la politique. On n'élit pas les gens au Parlement juste pour parler des réformes politiques. Non, c'est pour légitimer. Oui, justement, et je dis que ça va être pas difficile de faire mieux que la législature précédente parce que elle n'a proposé aucun texte. Donc, j'espère que ceux qui sont là aujourd'hui... On peut pas faire mal ou pire que ce qu'ils ont déjà fait. Oui, c'est ça. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait un peu plus sur d'autres questions économiques et sociales en comptant sur le profil de ceux qui sont là. Je voulais qu'on attaque en même temps l'autre sujet qui est lié à l'Assemblée nationale. Olivier a donné le ton tout à l'heure par rapport au premier cliché des députés à l'Assemblée lié donc au règlement intérieur. Comment est-ce que vous avez compris ça? Ça vous a choqué comme une partie de nos compatriotes? Non, j'ai été scandalisé. J'ai été scandalisé par cette histoire qui ne devrait même pas être une. Ça, c'est un faux problème. Mais cette présidence tournante où on peut vous venir un an, après tout, bon, si vous avez bien bossé, on peut vous renouveler encore. Mais c'est de l'absurdité. Si vous avez été docile. Si vous avez bien bossé, si on estime que vous avez fait bien le job, là, on peut vous reconnaître. Non, le problème ne se pose pas là. Le problème ne se pose pas. Est-ce qu'il y avait urgence à ce que cette situation-là se crée? Est-ce que les présidents... Oui, mais si des gens en sont aujourd'hui à proposer ça, c'est parce qu'ils ont discuté non. Et ils ont vu justement la nécessité d'une telle... Oui, mais non, il ne leur appartient pas de sentir si cette nécessité était là, il appartenait au peuple. C'est vrai, c'est des représentants du peuple, mais il appartenait au peuple de dire que voilà la situation là, il va falloir qu'on la change. Mais bon, ce n'est même pas un problème. On les attend sur des chantiers un peu plus sérieux que ça. Et maintenant, le règlement intérieur, ils estiment que... Mais en même temps, ce n'est qu'un règlement intérieur. Mais, vous savez, un règlement intérieur... Ce n'est qu'un... Vous savez, je vais un peu choquer... Non, chacun la parole, allez-y. Je vais un peu choquer des gens. Au niveau des institutions de la République, je veux parler de l'exécutif. Voilà, on a décidé de mettre certains à la retraite. Certains députés qui avaient des prétentions. Vous voyez un peu comment est-ce que le parti au pouvoir a constitué sa liste. Donc certains ont été mis à la retraite. Et au niveau de l'hémicycle, la présidence de l'Assemblée nationale, on veut aussi créer une certaine alternance annuelle là-bas. Et au même moment... Et maintenant, curieux que cela paraisse, ceux-là qu'on met à la retraite, ceux-là pour avoir fait deux législatures et tout ça là, on demande à ces gens-là de soutenir quelqu'un pour que l'aventure continue de façon indéfinie. Vous voulez parler de Fornia Singh? Absolument. Mais moi, je ne trouve pas ça normal. Quelque part, c'est comme si certains sont là pour peut-être accompagner une dynamique et que quand ils auraient fait ça, bon, c'est fini, on les met à la touche, on recrée une autre situation pour peut-être renforcer un sommet quelque part. Pourquoi est-ce que vous vous plaignez à leur sujet? Ils peuvent s'en prendre à eux-mêmes, non? Non, mais vous savez, mais il faudrait quand même que nous nous ressortions cela. Je suis journaliste, je le ressors. C'est mon observation. Mais j'estime qu'il y a une certaine fébrilité. Il y a des gens qui consomment tout ce qu'on leur envoie et bon, je ne leur demanderai pas de se rebeller contre cette situation, mais c'est un peu anormal. Bien. Ça veut dire que ce parti-là fonctionne comme une secte où il y a un gourou tout puissant qui claque le doigt et puis bon, les autres suivent. Olivier. Non, le rapport à mon niveau n'est pas aussi direct que ça. Je crois que l'Assemblée nationale a le droit de faire d'établir son règlement intérieur, c'est son droit et ses prérogatives. Oui, je n'ai pas encore terminé. Soit en conformité avec la loi. Absolument, je n'ai pas encore terminé, donc c'est ses prérogatives et elle a fait, on ne peut pas lui reprocher cela. Mais là où moi j'ai été surpris, c'est d'abord j'ai pas compris, peut-être il faut aller chercher les exposés des motifs ou les débats qui ont eu lieu au sein de la commission pour savoir qu'est-ce qui a motivé donc les députés à décider d'une présidence, qu'on ne le dit pas peut-être directement, mais d'une présidence tournante. Tournante entre qui, je ne sais pas, mais que la présidente soit
annuel. Je ne sais pas si c'est dans l'histoire du Togo ou d'un pays de la sous-région, je n'ai pas idée que ça a eu lieu comme ça. Donc il faut quand même que les élus qui sont déjà à l'Assemblée nationale, ils ont soulevé un débat au sein de l'opinion, qu'ils viennent nous expliquer au moins en tant que citoyens qu'est-ce qui a motivé cela afin qu'on puisse comprendre, parce que la critique elle est facile. Mais si on nous explique mieux, on pourra comprendre. Peut-être. Donc, qu'est-ce qui a pu motiver qu'on décide que la présidence soit tournante d'une année? C'est renouvelable. Et sans limite, bien sûr. Mais ce qu'on pourrait pas... On peut être président de l'Assemblée nationale maintenant. On peut renouveler jusqu'à la fin. Oui, pourquoi pas. Ça, oui, c'est possible. Maintenant, la Constitution, on regarde la Constitution. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Mais je sais que la Constitution, en son article 54, dit que le bureau de l'Assemblée nationale est élu, voilà, pour la mandature. D'accord? Oui. Donc, ça veut dire la mandature du 7 ans. En même temps, on a dit dans les conditions définies par le règlement intérieur. Oui, bien sûr, mais dans les conditions, c'est la Cour constitutionnelle d'apprécier ces conditions-là. Mais moi, c'est là la Cour constitutionnelle que je ne vais pas accepter cela. D'accord, très bien. Heureusement que vous n'y êtes pas encore. Il a touché du doigt le problème, c'est avant tout une loi organique. Il revient à la Cour constitutionnelle de voir si ces dispositions sont conformes avec notre Constitution. Mais ne nous ridiculisons pas dans le monde. Si nous voulons innover, innovons dans le bon sens. Les gens sont élus pour un mandat. S'il y a une présidence, il faut que ce soit une présidence pour ce mandat-là. C'est tout ce qu'on a, c'est ça la tradition. Partout, que ce soit en Europe ou partout ailleurs, à moins qu'on me donne un exemple concret. Non, ça veut dire quoi? Les supputations qui vont montrer, il s'agit d'un conflit entre deux personnes. Hein, donc, il faut pour ménager et les susceptibilités. Donc, on dit, bon, toi, tu le fais, et si l'année qui suit, bon, l'autre vient, et après, ainsi de suite, c'est extrêmement grave pour une république. Oui, la stabilité même et la stabilité même des gens qui sont là à légiférer. Et c'est bien dommage. Et je vais rejoindre Olivier. Si j'étais à la place du constitutionnaliste, cette loi ne passera pas. Bon. Jean-Paul Ago. D'abord, un avis très personnel. Je pense que je n'ai pas très bien compris non plus pourquoi le choix d'une présidence annuelle. Je rejoins Olivier en disant que aujourd'hui, s'il veut vraiment changer la manière de faire la politique, les nouveaux députés devraient nous expliquer, en tout cas expliquer à l'opinion pourquoi cette fois-ci ils ont choisi ça. On ne peut pas s'enfermer dans le silence et laisser les spéculations continuer. Ça, c'est une opinion personnelle. Et puis, la deuxième, c'est que il faut attendre la décision de la Cour pour voir si effectivement ce règlement intérieur est conforme à la Constitution, puisque c'est elle qui a cette compétence. Maintenant, une fois ces deux réserves émises, je vais faire comme Tchakala, je vais un peu choquer les gens. Je crois que au Togo, peut-être vu le contexte politique, on est un peu naïf, ou on est un peu dans l'émotion, où on joue trop vite au vierge effarouché. N'oublions pas que la politique, c'est aussi un jeu de positionnement, un jeu où on enlève tel. Donc, mais d'où la question, qu'est-ce qui fait courir les gens? Justement, si la Cour constitutionnelle valide cette disposition, après que ce soit des motivations politiques qui ont amené à son adoption, moi, après, ça ne me choque pas. Rappelez-vous, on disait tout à l'heure que ça s'est fait ailleurs. Il me semble que ça s'est déjà fait au Sénégal, où Ouad ne voulait pas que Macky Sall, pour pouvoir positionner après son fils, ne voulait pas que Macky Sall soit président. Très longtemps président, et ça a été fait. Donc, c'est un jeu. Mais pas annuel au Sénégal, c'est pas annuel. Oui, je crois que c'était annuel. Bon, ça, mais je crois que Ouad a fait ça pour une raison précise. Donc, c'est une motivation politicienne. Donc, on est dans ce schéma-là un peu. Les hommes politiques sont un peu comme ça. Ils enlèvent tel... On bouge les pions. On bouge les pions, c'est le mot que je cherche. On bouge les pions pour des intérêts politiciens. Très bien. Il ne faut pas être naïf par rapport à ça, quoi. Monsieur, merci beaucoup. Nous allons marquer la pause de midi et on revient, on continue le débat. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. La deuxième partie de Taxi Presse avec Chakala Alerou, Isidore Akolor, Olivier Adja et Jean-Paul Agbo à Roleté. Avant de les retrouver, nous avons en ligne la rédaction de Taxi FM. Jean-Marie Leblanc, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors, vous êtes au programme pour Taxi Midi, 12h45. Quel est le contenu de votre journal, Jean-Marie? Eh bien, Taxi Midi évoque la situation réelle qui prévaut actuellement au Togo par rapport à la fièvre hémorragique à virus LSA. Eh bien, le ministre chargé de la Santé était face à la presse mardi et Hugues Tito nous en parle. Il est aussi question de la formation des experts nationaux sur la maîtrise des particularités des projets climat de la Commission ouest-africaine. Et sur le reste du continent, Laurent Gbagbo et Blé Goudé acquittés, leur mise en liberté est suspendue dans l'attente d'une audience présentement en cours à la pays. Et transport tennis avec la fin mardi des championnats ITF 4 de l'Afrique centrale et ouest des jeunes. Shakira Berman honore le Togo chez les dames dans la catégorie des 16 ans et moins en individuel. Voilà les grandes lignes de Taxi Midi. Merci beaucoup Jean-Marie, on vous retrouve à 12h45 pour le développement de tous ces titres. Retour en studio pour toujours rester sur l'actualité togolaise. Mais on nous fait comprendre que cette affaire de règlement intérieur avec un mandat tournant à la tête de l'Assemblée n'est pas une nouveauté dans la sous-région au Togo, mais que ça se passe ça peut passer au Sénégal, vous le disiez Jean-Paul, et que c'est en cours au Burkina Faso. On aura forcément le temps de vérifier tout ça. L'autre sujet, c'est par rapport donc à la conférence des évêques du Togo. Vous savez, il y a quelques jours, les évêques, la fraternité des prêtres était en une assemblée générale donc à Kpalimé. Le message adressé par la conférence des évêques à l'endroit donc de ces prêtres était quand même poignant, où les évêques demandent quand même aux prêtres de dire le bien, le mal, et de se tenir prêt à défendre le peuple. Alors, la question ce matin, elle est toute simple. On l'a posée un petit peu d'une autre façon hier aux confrères en studio. Est-ce que l'Église catholique a envie de ressembler un petit peu à l'Église catholique congolaise aujourd'hui, à votre avis? Non, l'Église catholique togolaise veut assumer son identité. C'est pas parce qu'au niveau de la RDC, les évêques et les autres membres du clergé, dans le temps, essaient de s'immiscer peut-être à l'excès dans les affaires politiques, que les nôtres aussi, ça va peut-être les pousser à le faire ainsi. Non, ils ont décidé d'assumer à fond ce qu'ils estiment bien. Quand quelque chose ne va pas dans une cité, quand même les gens de Dieu, au-delà de tout ce que certains avanceraient comme idée, ils sont capables de le dire. Le mal, voici, ça c'est pas bien, c'est répréhensible, c'est pas bon. Nous n'adhérons pas à ça. Et quand c'est bien, ils vont peut-être aussi faire dire que c'est bien. Ils vont dénoncer le vice et ils vont saluer la vertu. Donc je crois que c'est une autre dynamique dans laquelle le clergé togolais veut se lancer. Mais dire que c'est parce qu'au niveau de la RDC, le clergé donne le temps, le clergé s'immisce dans les affaires intérieures de ce pays, que bon, les nôtres aussi veulent faire ça. Non, ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait, et il y a des sujets sur lesquels on ne pensait pas qu'ils vont se prononcer, mais ils l'ont toujours fait avec une certaine hauteur, avec une certaine élégance. Donc, ils veulent assumer leur identité, cette identité de ne pas être complice de ce qui n'est pas bon, et de saluer ce qui est bon quand il adviendrait que certains acteurs politiques posent de bonnes actions. Donc, c'est le pays qui va gagner si, au niveau de certains hommes de Dieu, on décide de mener le combat de cette sorte. Alors, il y a quand même, on va dire, cette forme d'insistance quand même qui n'est pas bien appréciée au niveau quand même ou dans le cercle du pouvoir. Les évêques insistent, des messages sont sortis, on prend la parole, il y a des prêtres qui sont quand même réguliers sur la scène, dans les médias,
Et on continue dans cet exercice-là. Est-ce que c'est pas... comment est-ce que vous appelez cette forme d'insistance-là Non, il y a la doctrine sociale de l'Église. Ou il y a la doctrine politique, c'est plus de l'Église. C'est ça, la doctrine sociale de l'Église. Oui. Qui, en réalité, fait partie donc de la société et est au cœur même de la vie des citoyens togolais. Donc il est normal que l'Église puisse prendre de temps à autre position sur des questions d'actualité. De toutes les façons, le Vatican se prononce sur les sujets politiques au niveau mondial. Et donc avec les appels lancés parfois donc au monde, d'abord à la cité du Vatican, mais au monde aussi. À la ville donc, et au monde. Et c'est normal que l'Église se prononce. Mais comment? C'est-à-dire, c'est la manière peut-être qui peut être décortiquée et poser question. Aujourd'hui, l'Église nous dit qu'elle va appeler la vérité, vérité. Ce qui est bien. Mais pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle comprend qu'il faut appeler la vérité, vérité? Est-ce qu'il y a un temps pour mieux faire? Je ne dis pas non. Mais ça veut dire qu'en réalité, elle s'est remise en cause. Elle dit indirectement que hier, elle n'arrivait pas à appeler la vérité par son nom. C'est-à-dire qu'hier, elle a assez dormi, aujourd'hui, elle se réveille. Dormi, je ne sais pas, mais qu'elle a été assez silencieuse, peut-être. D'accord? C'est ce qu'elle est en train de dire. Maintenant, comment? Je suis d'accord avec ceux qui estiment que l'Église est en train, en réalité, de faire du mimétisme. C'est-à-dire, on veut faire comme ce que la Senko a fait. Et au Congo Kinshasa. Bon, je crois qu'on va suivre l'évolution et voir vraiment le contenu de cette vérité que l'Église va nous dire et apprécier. Parce que moi, j'estime que l'Église doit être à équidistance, même si elle doit dire la vérité. Cette vérité doit être une vérité qui doit être au-dessus de toutes les positions partisanes. Qu'on ne dise pas que l'Église est devenue une église d'opposition, ni qu'on ne dise pas que l'Église est devenue une église du pouvoir, même qu'on dise que l'Église est une église qui est une église de vérité. Et c'est cette posture-là qu'elle veut assumer, et dans le message adressé par les évêques aux prêtres, ça a été bien notifié. Oui, Isidore Akolor, quel commentaire vous en faites? Non, l'Église est dans son rôle, hein, au-delà de la doctrine sociale, que ce soit les prêtres, les évêques, les imams, les chefs traditionnels, les vaudounons et autres, constituent ce que nous appelons l'autorité morale. Il y a une différence entre la morale et l'éthique. Oui, bien sûr. Oui. Parce que ça porte deux noms différents. Oui, oui. Il y a aussi des autorités morales qui ne sont pas, qui sont athées. Hein. Bon, oui, peu importe. Et les vaudous. Toutes ces choses-là. C'est une religion. Une divinité, bon, d'accord. Donc, bref, la différence entre l'éthique et la morale, c'est que l'éthique vous dit qu'il y a le bien et le mal. À vous de choisir. Mais la morale vous dit qu'il faut choisir le bien. Et ça, c'est le rôle des religieux. Toute autorité morale a droit de dire la vérité et que ça c'est vrai et que ça c'est faux. Mais la présence de l'Église aujourd'hui, ces temps-ci, cette forme d'immixtion, est-ce que ça ne dérange pas? En quoi ça dérange? Vous savez, le Vatican est dans toutes les sauces. Hein? Ne l'oubliez pas. La plus grande, comment dirais-je, le plus grand service de renseignement du monde, c'est le Vatican. Hein? Ah oui? Ah oui. Même tous les Mossad, FBI, SCI, mais se renseignent. Parce que ils ont des représentants partout, dans tous les rameaux du monde. Donc, l'Église est dans son rôle, vivement qu'ils puissent trouver les moyens de leur politique. Il y a un auditeur justement qui nous dit que nous ne sommes pas d'accord avec les prêtres. Il faut maintenant que les pasteurs les suivent au lieu d'aller prendre l'argent à accompagner, puis aller au stade pour un soi-disant journée de reconnaissance. Ça, c'est notre débat. Jean-Paul Agbo, sur cette question. Non, je crois que l'Église, ça a été dit, l'Église, c'est une autorité morale, elle a un rôle important à jouer dans toute société. Elle doit être ferme sur les principes, elle doit montrer ce qu'elle considère comme la direction
assez fidèle à son troupeau. Et en faisant ça et en faisant que ça, l'Église jouera pleinement son rôle. Et en même temps, l'Église doit être, je crois que c'est Olivier qui le dit souvent, d'être au milieu du village. L'Église n'a pas à prendre des positions politiques. Lorsque j'entends la conférence des évêques parler du bien et du mal, j'espère que c'est relativement à l'enseignement biblique. Parce qu'en politique, lorsqu'on fait intervenir le bien et le mal, on prend des risques. Je crois que c'est au nom du bien que George Bush a prétendu avoir fait sa guerre en Irak. Là, on est sur le terrain politique. On ne peut pas dire si on intervient en Irak, si c'est bien ou c'est mal, relativement à l'enseignement biblique. Non, on est dans un terrain sur un terrain mouvant. L'Église, quand les évêques parlent du bien et du mal, j'espère que c'est par rapport à l'enseignement biblique et non par rapport à des postures ou des positions politiques. Parce qu'à partir du moment où l'Église prendra des positions politiques, là, vous aurez justement des réactions, y compris au sein de ces fidèles. Moi, personnellement, moi qui suis catholique, quand je vais à l'église, je veux que on te parle de Dieu. De Dieu, de tout ça, de ce qui est dans l'enseignement biblique. On montre une direction. On peut dire sauf qu'il y a un monde qui vous entoure. Oui, on peut dire des choses sur des principes. Je n'attends pas que le prêtre me fasse une analyse, un commentaire politique. Là, je peux ne pas être d'accord avec lui, et là on commence à entrer dans des choses que ni lui ni moi ne maîtrisons pas, et surtout ce n'est pas pour ça que tous les dimanches les gens y vont, parce que quand on est prêtre, vous recevez tous les jours dans votre église, devant le Saint-Sacrement, devant la messe, enfin à la messe, oui, pour recevoir la communion, pendant le rosaire, tout ça, vous recevez les gens de tous les bords, de tous les camps. Ce qu'ils attendent de vous, c'est des paroles fortes sur une direction, sur des questions de principe, pas pour prendre des positions politiques. Donc, j'espère que ce que les évêques veulent faire maintenant, sous-entendu, ils ne faisaient pas ça avant, que c'est cela. Sur l'autre chose, sur le fait qu'ils parlent tous un peu, je crois qu'eux-mêmes, ils l'ont dit, qu'il faut que la parole de l'Église soit beaucoup plus organisée et que chacun de son côté, tous les prêtres ne se lèvent pas, commencent à prendre des positions là, ça enlève du crédit, ça c'est pas moi qui le dis, ils l'ont dit aussi, ça enlève du crédit à leur parole. Il y a des autorités dans le clergé qui ont le pouvoir pour parler au nom de l'Église catholique. Je pense pour ma part, je ne maîtrise pas tout le droit canon, en tout cas je ne connais pas le droit canon, mais je pense pour ma part que c'est à ces autorités de s'exprimer. Quand un prêtre a envie de siéger dans une commission électorale nationale indépendante, il y en a eu un qui voulait bien sûr, notre fameux prêtre, il a été proposé. Oui, mais il a été proposé. Il n'a pas accepté. Qui te dit qu'il n'a pas accepté? Puisqu'on l'a posé, j'ai eu l'occasion 2 fois de le recevoir pour lui poser la question. En tout cas, un prêtre qui commence à siéger dans une commission électorale nationale indépendante au nom d'un des protagonistes à une élection, là on sort de ce que doit être l'Église. Mais je voulais rebondir. Dans un pays où les valeurs n'existent plus, qui sont ceux-là qui vont nous montrer la voie? On n'a plus. Oui, mais où aujourd'hui comment appelle-t-on, le vol, la diffamation, comment appelle-t-on, tout ce qui est malsain, c'est érigé en règle de gouvernance. Mais l'Église doit se sentir concernée. Donc, à ce niveau-là, non, oui, d'accord. Alors, oui, il faut qu'il y ait ces éléments évoqués par Isidore sont commis par un camp, et que l'Église va à l'encontre de ce camp-là. Qu'on ne dise pas qu'elle veut faire de la politique. Un camp contre un autre. Justement, c'est là où il y a le problème. L'Église ne doit pas parler en parlant de camp. Non. En indexant. On revient à ta question, à ta première question. Juste une seconde. Une seconde. Je vais relier ça avec la Synco. Aujourd'hui, la Synco se positionne, dit que il y a des résultats et que la CENI n'a pas proclamé les vrais résultats
Oui, parce Mais que aujourd'hui, c'est ce que je dis. Oui. Donc, est-ce que c'est de la politique? Non, est-ce que tu as dit que c'est de la politique? Alors, c'est là maintenant. D'accord. Non, mais ce débat, je crois qu'il ne devrait pas exister à partir du moment où, quand ces gens-là sont, le clergé s'est retrouvé pour dire que maintenant, ils vont être un peu plus pointueux, appeler le mal, et le bien, le bien. Ils n'ont pas dit que non, ils vont appeler le mal venant de tel bord mal et le bien venant de tel autre bien. Absolument. Donc ça veut dire qu'ils veulent être au-dessus de la mêlée. C'est ce qu'ils veulent dire. Donc ceux-là qui se sentent morveux sont en train de se moucher injustement d'ailleurs. Parce que les gens là n'ont pas stigmatisé tel que non, nous allons nous en prendre à tel. Et puis l'église, elle fait partie de la société. Et elle vit tout ce que les politiques font. Mais c'est de l'ordre normal des choses que quand à un moment, ça flanche, qu'ils se prononcent. Et moi, je ne trouve pas d'inconvénient en cela. Quand l'Église, le Vatican se prononce sur certaines questions politiques, ça n'indispose pas. Pourquoi non, parfois ça indispose, mais peut-être... mais c'est ceux-là qui... Il y a des États qui... Ils le disent, peu importe. Ils ne le disent pas. Non, le Vatican, c'est un État. Oui, ils ne le disent. Et le Vatican est un chef d'État qui est le pape, qui est à la fois un chef religieux, un chef d'État. Oui, mais donc c'est à ce titre. Ici aussi, quand la conférence il y a quand même quelqu'un qui incarne. C'est une présidence rotative ou bien tournante. Et quand quelqu'un signe ce qu'ils sortent de leur déclaration, c'est quelqu'un qui assume. Ça veut dire qu'on a délégué le pouvoir à quelqu'un pour le faire. Donc, je crois qu'il ne devait pas avoir de problème. Et moi-même, j'adhère à ce principe-là, qu'ils ont assez joué et peut-être ils ont assez caressé certaines susceptibilité et qu'aujourd'hui se réveillent. Oui, aujourd'hui se réveillent et qu'ils ne vont plus accepter certains boulots. Et que les autorités morales aussi puissent... Il y a un auditeur qui nous dit « L'Église a un rôle à jouer, oui. Rôle d'éclaireur, oui. Le plus important, c'est de dire la vérité et d'être au-dessus de tout et de ne pas être partial, dit l'auditeur. » Un autre message d'un auditeur, justement encore sur ce sujet, vous savez que l'État est né de l'Église et de la Convention. Lorsqu'il y a scission entre l'État et l'Église, ce serait la catastrophe. Voilà, et ça entraîne la mort de l'État. L'État est né de l'Église, je ne le crois pas. Non, parce que l'État l'histoire, c'est l'État né de l'Église. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non. L'État, il y a un juriste parmi nous. On ne veut pas parler d'un État théologique. On sait bien. On ne veut pas parler de théocratie. On sait bien le rôle que l'Église a joué dans la démocratisation au Togo dans les années 90. Et la conférence... Et même dans l'obscurantisme. Oui, donc la conférence, tout ça là, on sait. Je crois que peut-être qu'ils sont dans cette lancée, mais on doit toujours dire, et Jean-Paul l'a dit, l'Église doit être au milieu du village et relever les grands principes de morale. Et puis, tout ce qui ne va pas, l'Église peut mettre l'accent sur ça. Mais on dit que l'Église doit éviter de glisser sur le champ politique. Parce que c'est un champ très glissant, si je me répète. C'est un champ très glissant. Elle peut relever les grands principes de moralité, de ce qui doit être fait, les bonnes pratiques de gestion. Ça, il n'y a pas de problème. Mais du moment où l'Église se met à côté d'une formation politique ou d'un groupe de formation politique en face, je crois qu'il y a un problème parce que les fidèles viennent de tous les mouvements politiques. Même si c'est des droits, on ne peut pas se mettre aux côtés d'un parti. L'Église n'a pas cette vocation. Elle met à côté d'un parti. Elle ne peut pas. Non, je pose la question, j'en ai absolument rien. Oui, moi j'estime. Quand un camp viole les droits de l'homme, j'ai dit que l'Église doit le dire. Quand un camp viole les droits de l'homme, et que l'Église se dresse contre ce camp et le dit, et donc naturellement l'autre camp, peut-être qu'il le supporte. L'Église a ses codes d'expression, ses codes de parole, ses manières de véhiculer ses idées. Ça, je ne viens pas montrer ça à l'Église. Donc, on peut condamner la violation des droits de l'homme, on peut condamner beaucoup de choses. Interrogeons l'histoire, on sait le rôle que l'Église catholique avait joué au temps de parti unique dans ce pays. C'était quel rôle? Ah bon? C'était quel rôle là? D'amis objectifs.
du pouvoir. On va pas quand même. D'accord. On va maintenant donner la parole aux auditeurs qui peuvent aussi appeler et intervenir sur les questions que nous venons d'aborder. Nous avions parlé, excusez-moi, Isidore. Je voulais rappeler le contact aux auditeurs. Nous avions parlé au début, on a parlé de la CPI avec Laurent Gbagbo, on a parlé, là on vient de parler de l'Église catholique avec les prêtres et les évêques. On a également parlé de la crise togolaise. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Il y a un auditeur qui nous envoie un message sur le 90 71 49 62. Vous avez dit allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui. Quel est votre nom? C'est Abdoul de Fiakoy. Nous vous écoutons, Abdoul. Oui, bon, par rapport à la question des églises, moi, si je vous écoute, en tout cas, c'est une bonne émission. Mais bon, c'est un faux débat par rapport à la position que les uns et les autres donnent là-bas. Quelle est votre position? Quel commentaire vous faites, n'est-ce pas, de ce débat-là? En fait, c'est comme quelqu'un, vous venez de poser une question, comme quoi, si c'est question de droit, est-ce que l'Église n'a pas besoin de se prononcer? C'est pas vous comprenez. Par exemple, si nous prenons par exemple le message de Monseigneur Foudou entre-temps. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, le message de Monseigneur Foudou entre-temps. Est-ce qu'on va parler de position ou bien de question morale? Oui. Donc, moi, en fait, c'est pas un débat. C'est comme entre-temps, quand un savant disait que le problème de notre société aujourd'hui, c'est parce que la politique néglige les religions. Et les religions aussi négligent la politique. C'est tout, quoi. C'est notre problème de société. Quand quelqu'un veut dire la vérité, on dit, bon, voilà, il a pris cette position. Et ça ne peut pas nous arranger. Ça ne peut pas nous amener loin. Merci beaucoup, Abdoul. Merci de nous avoir appelé justement sur dans votre veine. Il y a un autre auditeur qui nous dit, c'est dans quel document il est écrit que l'Église ne doit pas s'ingérer dans la politique et les journalistes, oui. Bon, voilà, lui, c'est... Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Yohannes. Monsieur Yohannes, nous vous écoutons. Oui. Et d'abord, j'ai du mal à comprendre les journalistes sur le plateau là-bas. Non, ne cherchez même pas à les comprendre, monsieur Yohannes. Donnez votre avis sur les sujets que nous abordons. Non, t'inquiète, je vais y arriver. Parce que quand on dit que l'Église n'a pas le droit de s'ingérer dans la politique, de quelle politique on parle? Est-ce que ceux qui disent ça sur le plateau, ils savent ce qu'on appelle la politique? C'est comme si on parle de la politique comme quelque chose qui est une boule qui pas réservée à quelques groupes, alors que nous sommes dans une société où tout est politique. C'est-à-dire, il y a un journaliste là-bas, un confrère là-bas qui a dit la politique est dans tous les plats. J'envoie ces gens-là à certains grands ouvrages où on décrit ce que c'est le sens même de la politique. Et ils verront que la politique, on n'a pas besoin de la faire. La politique, elle est là partout. Et je vois qu'ils ont du mal à argumenter leur point de vue en disant que l'Église ne peut pas s'allier à un camp. Vous avez bien fait de leur poser la question lorsqu'il y a un abus. Est-ce que l'Église a le droit d'intervenir ou pas? S'ils reconnaissent que l'Église a le droit d'intervenir, alors qu'est-ce qu'ils mettent dans le fait que l'Église n'a pas à s'allier à un camp? Qu'est-ce qu'ils mettent dans cette expression-là? Très bien. Je veux qu'ils m'expliquent ce qu'ils mettent dans l'expression l'Église n'a pas le droit de s'allier à un camp. Merci beaucoup, Yohannes. Oui, je pense qu'on a compris l'essentiel de votre pensée. Merci de nous avoir appelés. Il y a un auditeur qui nous dit que l'Église ne doit pas s'ingérer dans les affaires politiques puisque l'autorité émane de Dieu. Alors, quelle position adoptera l'Église dans mon pays? S'interroge donc l'auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Eric. Oui, c'est monsieur? Ici Théodore depuis Adjectifé. Nous vous écoutons, Théodore. Moi, je voulais pencher sur le règlement intérieur que les députés ont établi là. Oui, le règlement intérieur, oui. Oui.
Oui, si vous vous rappelez, entre-temps, je vous ai appelé et je disais que les députés sont partis pour arranger leurs conditions de vie et partir. Et vous m'avez dit pourquoi j'ai dit ça. Vous voyez maintenant, si vous observez bien les nouveaux députés, vous verrez qu'il y a beaucoup les gros poissons dedans. Et vous verrez que chaque poisson cherche à tirer la part du gâteau durant les 5 ans. Donc si on dit un an, au moins chacun goûtera avant de partir. Or, vous n'êtes pas sans savoir que quand ils partent, oui, bien sûr. Les présidents des assemblées prennent... Monsieur Théodore, ils sont 91, hein, ils ne passeront pas tous avant la fin du mandat quand même. Il y a les gros poissons. Les petits les alluvions ne vont pas s'approcher de la bataille. Donc, les gros poissons vont tirer leur part et maintenant à la retraite, vous n'êtes pas sans savoir que les présidents de l'Assemblée prennent quelque chose. Oui. Justement. Oui, justement, c'est vrai qu'on a abordé la question sur cette partie-là hier et les anciens présidents à leur énumération, comment ça va s'organiser? Est-ce que ce ne sera pas de charges supplémentaires pour l'État? Justement. Très bien. Voilà, donc, de ce que je dis, ils sont partis pour s'arranger et faire partir. Merci beaucoup, Théodore. Merci beaucoup, Théodore. Merci de nous avoir appelés. Il y a un autre auditeur qui nous dit « La CVJR est-elle venue résoudre les problèmes politiques ou sociaux ?» nous dit l'auditeur. Je pense qu'il veut faire allusion donc au fait que la CVJ avait été chapeautée par un évêque, Monseigneur Nicodème Bariga à l'époque. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui. Monsieur Sidiki Champana Yakou Fofana. Monsieur Fofana, nous vous écoutons. Qui vous avez rencontré à côté de votre papa là. Bon, je salue monsieur Abo. Vous savez, on a dit il n'y a aucune autorité qui n'émane de Dieu. Oui. Et quiconque veut s'en opposer attire la colère de Dieu sur lui. Est-ce que vous pensez de ça? 2. La Révolution française de 1789. Quelle a été la part de l'Église? Pour moi, nous avons appris à l'école, vous et nous, l'Église anticléricale. M. Jean-Paul Abou l'a dit. Mais quand l'Église se mêle, celui qui a parlé de vol, l'Église doit faire les prêches quand les fidèles viennent à l'Église ou bien dans la mosquée. L'Église est à part en Italie. Est-ce que l'Église se met comme ça? En France, est-ce que les églises, chacun s'occupe de sa côté? Les journalistes, les docteurs, les enseignants. C'est ce que voilà ma part. D'accord, très bien. Merci. Monsieur Fofana, merci. À la question. Merci. Non, je crains qu'on ne pourra pas répondre à vos questions parce que nous voulons juste des réactions des auditeurs, votre analyse, votre point de vue également des sujets que nous mettons au débat avec les journalistes ici. Merci, monsieur Fofana, merci de nous avoir appelé. Il y a un auditeur qui nous dit la crise politique aujourd'hui n'est pas encore terminée avec cette élection législative, sachant bien que la pauvreté domine la nation togolaise. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher grand citoyen d'État. Oui, c'est comme l'a dit David. Nous vous écoutons, monsieur Komlavi. Mais je ne comprends pas sincèrement les journalistes togolais. Non, n'essayez même pas de les comprendre. Quelle est votre analyse de la situation? Oui, je m'explique. Je dirais que bon, au Congo, à la RDC, les églises ont pour position pour organiser des manifestations quand le gouvernement ne voulait pas quitter. Donc, c'est pas une position politique ça. Et aussi l'église dit que bon, il va dire la vérité. Maintenant, les journalistes disent que non, ils font de la politique. Toutefois, quand un groupe veut défendre l'intérêt du peuple, et les journalistes togolais disent que non, ils sont côté de l'opposition. Il faut qu'ils soient sérieux au Togo. D'accord, très merci bien. Beaucoup. Monsieur, comme l'a dit, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit incroyable. Mais lorsque les politiques ont besoin des prélats, ils les appellent pour présider ce que vous savez, nous dit donc l'auditeur. On va prendre un autre téléphone, le 6e auditeur sur le 93, 96, 99, 99. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. C'est monsieur? C'est monsieur Eric également. Ah, d'accord, très bien. Nous vous écoutons, cher Eric. Je voudrais intervenir sur 2 à 3 sujets. Allez-y très rapidement. Premièrement, bon, j'ai pris le temps
du débat un peu tard, mais je sais que vous avez parlé de la question politique de l'Assemblée nationale. Bien entendu. Et je pense que vous avez parlé aussi du 20 décembre à l'élection. C'est ça. Alors, je voudrais vous expliquer un peu de façon mathématique que, en réalité, tous ceux qui se sont abstenus le 20 décembre, le peuple togolais qui s'est abstenu a gagné, au fait, a démontré qu'elle était plus populaire que tous les partis qui sont à l'Assemblée nationale et que le Parti uni n'est en aucunement, nullement implanté dans aucune localité togolaise. Alors, il y a une équipe A. Et l'équipe A est composée du parti au pouvoir et ses alliés qui sont tous à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et une deuxième équipe B, qui est l'équipe qui a boycotté les élections du 20 décembre. Alors, il y a eu un recensement où l'équipe B a décidé de ne pas participer. Donc, théoriquement, tous ceux qui se sont fait défoncer avant les élections du 20 décembre sont en réalité les partisans de l'équipe qui est composée du parti au pouvoir et de ses alliés. Et alors, il y a eu le vote du 20 décembre. Et on nous dit que sur les 100% de l'équipe A recensée, 59%, que 59% sont allés voter. C'est-à-dire il y a 49% de leurs propres militants, 41% de leurs propres militants qui ont refusé de voter. Il y a un problème. Alors, si nous allons prendre les 59%, nous allons enlever 10 à 15% pour les partis, disons, les partis légalement constitués qui participent qui sont à l'Assemblée, et peut-être 5% pour les indépendants. Alors, cher Eric, je pense qu'on n'aura pas tout le temps pour... oui, je sais, mais vous allez me comprendre tout de suite. Oui, mais laissez-moi aller, je vais dire, vous allez comprendre. Vous avez pris beaucoup de temps, mais votre formule mathématique... Mais l'essentiel, c'est que vous comprenez l'idée de l'auditeur. Oui, concluez. Alors, donc, nous enlevons 10 à 15% pour les partis parlementaires, 5% pour les indépendants et peut-être un 5% pour les bulletins nuls. Ça fait au total, disons, 25%. Nous faisons 59% moins 25%. Oui. Nous constatons en réalité que UNI ne représente même pas 30% de la population togolaise. Et c'est grave. D'accord, très bien. Il faut que le peuple comprenne que c'est ça. On aura l'occasion un autre jour, Monsieur Eric, malheureusement, on aura l'occasion un autre jour de revenir sur le sujet. Je suis vraiment désolé, mais on doit peut-être conclure, parce que nous sommes on n'a pas le temps, nous avons juste 2 minutes pour faire la conclusion en studio. Le temps de dire merci beaucoup, cher Eric, merci de nous avoir appelé, d'avoir tenté de nous démontrer toute la part mathématique. Un autre auditeur qui nous dit, je ne comprends pas pourquoi on dit que l'Église ne doit pas parler de la politique quand les politiciens ou quand les politiques déstabilisent un pays, ce sont les prêtres qui supportent la population, dit l'auditeur. Un dernier tour de table, Tchakala Aliro. Oui, vous savez, au niveau de l'Assemblée nationale, nous voudrions quand même qu'ils se penchent sur les questions essentielles. Et ces questions essentielles, ils les connaissent déjà. Les réformes, il faudrait qu'on y aille. Mais quand on se penche sur du futur, et là, c'est que le ton est mal donné. Maintenant, s'agissant de la position du clergé, ils ont pleinement droit de s'attaquer à certains problèmes qui minent notre vivre ensemble. Quand c'est bon, il faut qu'ils célèbrent cette vertu, mais quand c'est mal, il faudrait qu'ils dénoncent le mal. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. Et ils ne vont pas ménager telle chapelle parce que cette chapelle est proche du peuple. Bon, même si cette chapelle fait mal, on va se taire là-dessus. Non, ils n'ont pas dit qu'ils vont s'attaquer à tel bois ou laisser tel autre, mais c'est qu'ils vont s'attaquer à tous ceux-là qui ne viendraient pas faire les choses dans le bon sens. Donc, c'est clair, mais vivement que au niveau de l'Assemblée nationale, bien que ce ne soit pas une Assemblée nationale que nous voudrions, mais qu'il vous voulez. Ah oui, si tous les Togolais, je veux dire moi, inclus les autres là, mais qu'ils nous surprennent. D'accord, qu'ils nous surprennent. Oui, qu'ils nous surprennent agréablement en faisant les réformes
constitutionnelle, institutionnelle voulue par le peuple et les réformes politiques, c'est-à-dire électorales. Et au niveau des autorités morales, il ne faudrait pas que ce soit seulement l'Église catholique qui donne la voix, et que ce soit aussi les protestants, les pasteurs, les imams, et les vaudounons ou bokonons, tout ce qui représente l'autorité morale, y compris même nos chefs traditionnels. Il faudra... Ah oui, parce que c'est aussi une autorité morale et qui puisse appeler le chat par le chat. Le bien, le mal. Merci beaucoup, Isidore Akolo. Il y a un auditeur qui dit, demandez à vos amis qui a inventé la roue, que celui qui trouve à dire jette le premier la pierre aux évêques du Togo. Si une pratique est bonne, il faut le copier. C'est vous qui êtes en studio, qui avez inventé la radio. Pourtant, vous y parlez à cœur joie. Il faut arrêter la polémique, dit l'auditeur. Je crois que les gens on mélange tout. Parce que, bon, on estime qu'on comprend. Moi, je n'estime pas, donc j'ai la science infuse. Donc, ceux qui prennent le micro ou leur téléphone pour, voilà, donc faire des leçons, je ne crois pas qu'eux aussi maîtrisent la science politique. Pourquoi est-ce qu'on a demandé à l'Église la séparation de l'Église et de la politique et de l'État? Allez chercher l'histoire de l'Église. Pourquoi est-ce que l'État est devenu laïque? Et on comprendra que l'Église doit être acquisition de la politique. Ailleurs, mais nous l'avons appliqué. C'est le système que nous appliquons aussi. Et l'histoire retient que l'Église a participé à l'esclavage, l'Église a participé à la colonisation, l'Église a participé à beaucoup de crimes. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on joue. On connaît aussi l'histoire. On connaît l'histoire de l'Église en Amérique. Absolument. C'est-à-dire l'Église aussi a fait de bonnes choses dans l'histoire. Aujourd'hui, nous disons que l'Église doit dire la vérité et dire quand ça ne va pas. Mais l'Église doit faire attention parce que pour ne pas trop glisser sur le champ politique. Parce que sur le champ politique, elle a aussi ses partisans dans les partis qu'elle attaque, comme dans les partis, mais comme elle devient partisane, on va dire qu'elle a ses partisans. Bon, d'accord. Jean-Paul Agbo. Oui, pratiquement la même chose. Je crois que les auditeurs qui nous suivent, je vais simplement demander à certains de faire le minimum d'efforts, de bien comprendre ce que nous disons. Lui, on a dit ici que l'Église ne doit pas intervenir sur les grands principes lorsque l'Église considère qu'il y a des enjeux importants, moraux, sociétaux, et qu'il y a violation, comme tu as dit, violation des droits de l'homme, tout ça. Nul n'a dit que l'Église n'a pas le droit d'intervenir. Mais je persiste et je cite, ça Olivier l'a dit, c'est pas pour rien qu'on a fait une séparation de l'Église et de l'État en France en 1905 et que depuis lors, dans tous ces pays au monde, la politique politicienne, l'Église n'intervient pas. L'Église peut dire sur la question du mariage homosexuel, qui sont des grands enjeux sociétaux, l'Église peut le dire. L'Église peut dire au Togo, il y a une soif de modification pour faire droit à la limitation du mandat. Et l'Église ne peut pas dire mettez cette virgule-là parce que tel qu'on le veut, parce que des gens ont défilé pour le dire. C'est ce que nous disons. Donc l'Église peut tracer les grandes lignes, mais l'Église n'a pas à entrer dans les petits détails qui sont des conflits politiciens. Mais si les gens veulent aller là-bas, moi ça me fait rire parce que demain, on dit oui, l'Église n'a qu'à parler. Quand l'Église va prendre une position qui n'arrangerait pas ceux qu'on pense que systématiquement l'Église va soutenir, les mêmes vont venir nous dire que non, pourquoi l'Église intervient. Donc l'Église n'a pas intervenu dans des débats politiciens, c'est mon opinion. Merci beaucoup d'être venu pour le débat. Jean-Paul Agbo, Focus Info, Olivier Adia, afripresse.info. Isidore Akolo, je sais pas pourquoi est-ce que votre nom m'échappe ce matin, c'est curieux quand même. Ça fait longtemps, c'est vrai? Oui, ça fait un an. Un an, c'était en 2018. Bon, 2018. Ça c'est au quartier, on dit ça. Merci beaucoup, Takala. Allez remercier également à Emmanuel Afanyagbe qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Henri Gator. À demain. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.